d'abord, je vais vous parler un petit peu de mon expérience de pédiatre euh, et sur le lien que j'ai avec les parents et sur ce que j'observe moi du rôle des parents. Il y a quelque chose qui me frappe avec l'expérience que j'ai maintenant de l'hôpital et des urgences et puis de la ville. C'est d'abord que tout ce qui concerne la personne humaine, que ce soit les parents ou les enfants, unit à la fois vraiment le fait qu'on ait un corps, un psychisme, une intelligence, des affects, etc., et qu'on ne peut pas morceler ce qu'on est. Et du coup, en fait, être parent, c'est à la fois quelque chose qui est une donnée initiale et quelque chose qu'on devient. Vous savez, il y a cette phrase, on est à la fois femme et on le devient. On devient parent biologiquement, mais en fait, on apprend à l'être aussi. Et de la même façon, pour la croissance de l'enfant, l'enfant a un certain nombre de choses en lui potentiellement avec la naissance, mais tout ce qu'il va apprendre, tout ce qu'il va être, tout ce qu'il va devenir, en fait, va être appris, va être transmis. Et donc, être parent, c'est pas si simple que ça. Et comme ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure, c'est un droit fondamental de pouvoir être les premiers et les principaux éducateurs. Et en même temps, comme on va le devenir, comme on va apprendre à être parent, ben, moi, mon rôle de pédiatre, c'est d'accompagner les parents dans cette situation pour vraiment apprendre leur boulot. Et j'ai vu tellement de fois des dépressions du postpartum un peu costauds, des apprentissages du lien parent-enfant qui avaient été abîmés par des hospitalisations, par des prématurités, par un handicap, par un trouble du neurodéveloppement, que je sais bien que c'est pas si simple que ça d'apprendre à être parent et qu'ils ont besoin d'aide. Pareil pour l'enfant, et ça c'est extrêmement important parce qu'il y a une espèce de déviance là qui vient des théories antispécistes, qui est l'idée qu'en fait l'enfant naturellement il va aller vers ce qui est bon pour lui et vers ce qui va lui permettre de devenir pleinement lui-même, et que tout ce qui est acquis, culturel, appris, entre guillemets, imposé par les parents est une forme d'aliénation qui va empêcher un petit peu d'être vraiment lui-même. C'est une évidence que c'est faux, puisque même le fait simplement de parler ou d'être capable de comprendre une expression, c'est acquis. Un enfant à qui on n'a jamais parlé ne pourra pas parler. Vous connaissez toute l'histoire de Victor, l'enfant sauvage. Passé un certain âge, les parties du cerveau qui servent à ça, en fait, sont même atrophiées, ne peuvent plus fonctionner. Ce qui prouve bien que ce qu'on est, être humain, ça s'apprend. Et que donc le rôle des parents dans ce domaine-là est central. Et non seulement c'est pas une aliénation, mais moi ce que je dis à mes patients, enfin aux parents de mes patients, c'est que il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur, parce que s'ils sont pas là, l'enfant pourra pas devenir un homme. Voilà. Euh, et enfin, bah, on voit bien aujourd'hui le lien entre la santé et les affects, enfin le développement de l'enfant. On a parlé des 1000 jours, mais c'est bien plus vaste que ça. On sait bien et on le voit bien en pratique pédiatrique comme en pratique adulte, et notamment en psychiatrie, à quel point certains traumas peuvent affecter même la santé physique. Donc on est obligé de tenir compte de tout ça et du lien parent-enfant dans le développement. Le médecin est dans une position délicate vis-à-vis des parents, parce qu'évidemment, c'est les parents qui sont les premiers responsables. C'est pas moi qui le dis, ça, je crois que c'est dans le code civil. Ils assurent conjointement la responsabilité du soin, enfin de la santé de leurs enfants. Et pourtant, bah forcément, nous, on a un rôle d'expert, parce que j'ai fait quelques 14 ans d'études, donc je pense qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels, bah forcément, j'ai des connaissances et une expertise que n'ont pas forcément les parents. J'essaye de chercher l'objectivité dans cette expertise. Et donc, il faut trouver un bon équilibre entre donner une information, donner des conseils, et en même temps, que ce soit une transmission de savoir qui permette aux parents de prendre des décisions et de rester responsables de la santé de leurs enfants. Euh, Sachant que la santé, c'est pas que biologique, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, croire que je vais pouvoir maintenir l'enfant en bonne santé malgré les affreux parents qui n'écoutent pas ce que je leur dis, ça va pas être possible, parce que c'est vraiment l'environnement de l'enfant aussi affectif qui va me permettre de maintenir cette santé, enfin de les aider à maintenir cette santé au maximum. Il y a trois situations dans lesquelles mon autorité, légalement, hein, j'entends, peut être supérieure à celle des parents, pas supérieure, mais en tout cas, je peux me passer de l'autorité des parents. C'est en cas d'urgence vitale à l'hôpital, ou dans une décision que j'ai à prendre en cabinet, je peux, mais si je peux pas obtenir pour une raison X ou Y, le consentement des parents, ou si ils sont pas d'accord avec un soin qui semble urgent, vital, ou avec une perte de chance pour l'enfant, on peut agir malgré l'autorité des parents. Donc il y a quelques cas dans lesquels l'autorité du médecin peut être supérieure, à manier avec subtilité. Euh, il y a aussi le fait évidemment qu'on peut faire un signalement quand on estime que l'enfant est en danger, parce qu'on observe des choses qui nous inquiètent.
Ce qui est pas anodin parce que l'air de rien, ça veut dire que j'ai quand même une évaluation implicite de l'action des parents vis-à-vis de leur enfant. Et donc, c'est pareil, cette évaluation, elle est nécessaire, elle protège l'enfant dans certains cas, mais il faut avoir conscience qu'il ne faut pas en abuser, euh, comme si c'était à moi d'évaluer en permanence si c'était des bons ou des mauvais parents. Et là, et il y a un sujet un petit peu délicat, dans lequel, d'une certaine façon, j'ai autorité sur eux, c'est certains soins qui sont obligatoires. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de vaccins, par exemple, qui sont obligatoires. C'est un sujet auquel il faut réfléchir de façon dépassionnée et qui implique beaucoup de choses, parce que notre santé, effectivement, et la santé de l'enfant est avant tout une question personnelle, et en même temps, bah, moi, j'ai été dans un cas à l'hôpital où un enfant qui était greffé du foie et donc immunodéprimé parce qu'il avait des immunosuppresseurs a attrapé la rougeole par un enfant qui n'était pas vacciné. Et dans la même salle d'attente, une femme enceinte a été atteinte aussi. Je vous laisse imaginer le résultat pour le bébé. Donc, vous voyez bien que notre santé et notre façon de gérer notre santé a aussi potentiellement un impact sur les autres. On en a parlé beaucoup au moment du Covid et il y a beaucoup de sujets de conversation et beaucoup de partis pris dans ce domaine-là, dans un sens ou dans un autre, qui sont ridicules. Mais il y a une vraie réflexion sur le fait que je ne peux pas non plus complètement me dire que c'est moi qui gère ma santé indépendamment des autres, puisque ça peut avoir un impact. Donc voilà, c'est les trois exemples dans lesquels mon autorité peut être supérieure à celle des parents. Il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix. En Allemagne, je crois qu'il n'y a quasiment pas d'obligation vaccinale. Pour autant, je pense qu'il y a un rapport à l'autorité qui n'est pas le même, puisque 98% des enfants sont vaccinés contre tout. Donc ça, on pourrait en rediscuter. Euh, à mon sens, aujourd'hui, dans la médecine, il y a trois un peu déviances dans le lien avec l'autorité des parents. D'abord, l'expertisation du rôle de parent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est devenu, faut avoir fait Polytechnique et l'ENA pour arriver à être de bons parents. Comme si, d'abord, entre toutes les publications, avec le développement de ce qu'on appelle les neurosciences, dont tout le monde se permet de parler sans avoir beaucoup d'informations là-dessus. D'ailleurs, dès qu'on a dit les neurosciences nous disent, comme si c'était une espèce je sais pas, de comité de génie qui voilà. On se permet de dire beaucoup de choses, de donner beaucoup d'informations et du coup c'est extrêmement anxiogène pour les parents, extrêmement culpabilisant, extrêmement déresponsabilisant aussi. Je rejoins ce qui a été dit avant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de développement optimal de l'enfant dans tous les domaines qui va lui permettre d'être performant et qu'en fait toute action des parents pas tout à fait parfaite, que ce soit dans est-ce qu'il a bouffé du pané bio, est-ce qu'il a été mis assis alors c'était pas le temps d'être mis assis, la température du bain ou le nombre de millilitres de lait artificiel ou pas artificiel avec du lait de vache ou sans lait de vache mis dedans risque d'être délétère pour l'enfant. Et je parle encore pas de le laisser pleurer 5 minutes, d'accord? Donc aujourd'hui, moi, mes patients arrivent au cabinet avec, je trouve, chez les petits, une inquiétude de bien faire. Ils sont pas du tout démissionnaires, hein, ils sont vraiment très inquiets de bien faire, comme si, en fait, en permanence, qu'ils risquaient de se tromper. Et ça, je trouve ça inquiétant. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je trouve qu'on a essayé enfin, on laisse penser qu'il y a des experts en pédagogie, qu'il y a des experts en sciences, qu'il y a des experts en tout, et que bah, les pauvres parents, ils sont experts en rien. Il va bien falloir qu'on fasse avec eux puisqu'ils sont là. Mais voilà. Alors que en réalité, les premiers experts sur le plan pédagogique, ça va être eux qui vont développer cette compétence et que dans les connaissances qu'on transmet, on tient beaucoup compte, par exemple, des résultats scientifiques, mais on ne tient pas souvent compte de l'expérience qui va avec. Par exemple, il y a eu une publication sur le cortisol dans le cerveau de l'enfant quand l'enfant pleure. Cortisol, c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress. C'est celle qui met le cerveau en éveil quand vous voyez une araignée, enfin, en tout cas moi le mien, ou quand vous vous réveillez le matin, on a plein de cortisol dans le cerveau et quand vous vous allongez le soir, il y en a beaucoup moins parce que l'idée, c'est de mettre le cerveau en sommeil. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire réagir vite. Bon, et alors il y a une étude qui a montré que quand l'enfant pleurait, il sécrétait du cortisol. Et alors, du coup, on en a déduit, enfin, une psychologue en a déduit que c'était affreux parce que ça voulait dire que l'enfant allait être stressé et qu'il allait avoir limite un syndrome de stress post-traumatique quand il pleurait. Et c'est sur cette base-là que plein de gens disent qu'il faut jamais laisser pleurer un enfant, etc. Si on tient pas compte de l'expérience pédagogique, des générations du dessus, des parents, de ce qui fait l'équilibre de la famille, etc., on ne pourra pas tirer d'une information scientifique quelque chose d'utile pour faire grandir un enfant. Et ça, c'est absolument un problème, je trouve, actuel. Il faut que ça rentre dans notre évaluation.
Euh, un des deux autres biais aujourd'hui, mais qui n'est pas spécifiquement pédiatrique, enfin médical, qui est global dans la société, c'est la transmission de fausses idées qui sont mises au même plan que des vérités scientifiques, comme effectivement l'idée que l'enfant va naturellement aller vers ce qui est bon pour lui, comme l'idée que l'enfant a des orages émotionnels qu'il faut respecter en toutes circonstances pour éviter une difficulté d'empathie plus tard. Il y a sûrement des idées intéressantes dans toutes ces choses-là, mais ça manque quand même vachement d'étayage scientifique qui sont validés, validables, etc. Et puis surtout, enfin, le bonheur ne peut pas s'évaluer scientifiquement, l'amour ne peut pas s'évaluer scientifiquement. Et donc, je pense qu'il faut savoir rester, quand on est médecin, aux notions qui sont démontrables et en tout cas évaluables intelligemment, et que le reste, on peut donner son avis, mais il faut quand même être prudent sur la façon dont on met des charges sur le dos des parents qui ne sont pas portables. Et puis, il y a autre chose que je trouve très préoccupant, c'est qu'il y a un domaine dans lequel le médecin peut potentiellement se substituer complètement aux parents, enfin la société, on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est santé reproductive et sexualité. C'est-à-dire que actuellement, un mineur, et il n'y a pas de limite d'âge, ça j'ai découvert ça en étudiant la loi, peut venir réclamer une contraception, peut venir réclamer un IVG. Tenez-vous bien, une mineure sans limite d'âge peut venir réclamer une IVG sans que les parents soient au courant, ce sera inscrit nulle part, ils ne seront jamais informés du truc, du moment qu'il y a un adulte qu'elle choisit elle-même de confiance avec elle. Alors là, ça veut dire qu'en fait, on peut la mettre dans un danger affectif, relationnel, etc. Et c'est peut-être même le gars concernée par la situation qui peut venir avec elle faire pratiquer l'avortement. Par contre, si elle fait une hémorragie 3 jours après, là, c'est les parents qui vont gérer quand même. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, dans ce domaine-là, il y a cette espèce d'exception. C'est pareil pour la toxicomanie. Un enfant peut venir, même mineur, réclamer des substituts ou dans un centre spécial pour la toxicomanie. Vous vous doutez bien quand même que je pense que dans ces situations-là, on constate que l'enfant est fragile, peut avoir vécu une situation traumatisante, peut être en danger. Je ne comprends pas comment il est possible qu'on ne mette pas ses premiers éducateurs et ceux qui vont être responsables de l'aider dans la vie dans la boucle. Si les parents sont dangereux ou potentiellement toxiques ou maltraitants, eh ben, c'est un autre sujet. À ce moment-là, il va falloir réfléchir à leur retirer l'autorité parentale. Mais si ce n'est pas le cas ou si on ne se permet pas de prendre le temps d'évaluer ça, comment peut-on faire une chose pareille? D'ailleurs, c'est extrêmement frappant de voir quand on parle beaucoup de sexualité des mineurs, là, dans les histoires de revenge porn, mais même dans les histoires traumatisantes que certaines actrices racontent sur leur jeunesse, l'affaire Judith Godrèche, etc. Il n'y a jamais un mot sur les parents. Où est-ce qu'ils étaient? Comment se fait-il que des jeunes filles puissent penser que envoyer des vidéos dénudées d'elles puisse être quelque chose d'épanouissant dans leur relation, etc. Comment on peut ne pas voir que là, il y a quelque chose qui doit être éduqué, pris en charge? Et ça, sur le plan médical, on sait très bien qu'il y a un énorme décalage dans la physiologie humaine qui n'existe pas dans les autres espèces. C'est que notre corps est prêt à une vie sexuelle très jeune, alors que notre psychisme, si on estime que notre cortex frontal est mature entre 20 et 25 ans, vous voyez bien qu'il y a un décalage de presque 15 ans. Pendant ces 15 ans, il va falloir être, peut-être moins, 12 ans, il va falloir apprendre à devenir capable d'eux. Et donc, là, le rôle des parents, il est crucial. On ne peut pas faire sans eux. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Je ne comprends pas pourquoi ça échappe complètement aux parents. Et alors, il y a un truc moi qui me semble très marquant, que j'essaye de faire vraiment dans l'accompagnement de mes patients. L'autorité, c'est définir l'autorité avec les parents et avec les enfants. L'autorité, c'est ce qui nous est confié, on la reçoit toujours de quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, pour l'aider à être pleinement lui-même. Donc moi, mon autorité en tant que médecin, qu'est-ce qu'elle est? Elle vient d'une formation, d'une expertise, d'études, et elle m'est donnée dans certains cas par la loi pour permettre à l'enfant de grandir et aux parents de devenir parents. Est-ce que quand j'exerce mon autorité, je le fais quand je donne une parole, quand je demande quelque chose, je le fais en vue de ça? Et ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Pour les parents, pour des professeurs, etc.
Et donc, je pense qu'il faut établir les parents dans leur rôle en les rassurant, en les accompagnant, en les mettant au cœur du soin. Et je suis très frappée, par exemple, de voir pour mes enfants porteurs de troubles du spectre autistique, parce que j'en accompagne beaucoup, de voir à quel point les parents arrivent en disant c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et d'abord commencer par leur dire ce que vous avez fait, c'est merveilleux. Vous êtes des super parents. Vous êtes ceux qui vont pouvoir permettre à votre enfant de grandir, même avec des difficultés, même avec un trouble du neurodéveloppement. Parce qu'ils sont dans cette culpabilité et cette crainte qui est assez permanente. De la même façon, avec les nouveau-nés, commencer par les féliciter et leur dire à quel point ce qu'ils font est beau, même s'ils sont perdus. Moi, j'ai 8 enfants et je ne crois pas que j'ai eu de mode d'emploi pour le 8e, pas plus que pour le premier, et j'ai été aussi perdue. Il faut les former, leur transmettre l'information. On ne donne pas un traitement sans expliquer pourquoi on le donne, quelles sont les alternatives, qu'est-ce qu'on attend après, etc. Et les former notamment, je reviens sur les troubles du neurodéveloppement, former des parents avec un enfant dyslexique, avec un enfant porteur de troubles du spectre autistique, avec un enfant avec un DDAH, parce qu'il va avoir besoin d'eux au quotidien et qu'il faut leur transmettre de l'information. Et enfin, dans le domaine de la vie affective, je pense qu'il faut vraiment proposer des choses, accompagner les parents pour qu'ils n'aient pas peur d'en parler, que c'est vraiment leur responsabilité de le faire, qu'il faut le faire avec eux s'ils en ont besoin, mais qu'il faut restaurer leur autorité parce que je ne pense pas que on puisse passer ces 12 ans avec 3 formations au collège de façon suffisante entre le moment où un garçon ou une fille est pubère et le moment où il est en capacité vraiment d'avoir une relation heureuse avec l'autre. Voilà.